samedi 15 mars 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait une rencontre à l'occasion de la publication aux presses universitaires du Midi de l'ouvrage collectif De l'exil républicain à la transition démocratique, bilan et perspectives historiographiques, avec ses deux codirecteurs Bruno Vargas et Michel Martinez-Pérez, et en présence de François Gaudichaud, professeur d'histoire contemporaine de l'Espagne à l'université Toulouse de Jean Jaurès. La rencontre était animée par Emmanuelle Garnier, présidente de l'université Toulouse de Jean Jaurès. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je dis juste un tout petit mot au nom de la librairie Ombre Blanche qui est très heureuse d'accueillir cette rencontre cet après-midi organisée avec les presses universitaires du Mirail. Et voilà, nous accueillons du Midi, presse universitaire du Midi, excusez-moi. Donc nous accueillons quatre intervenants, 3 chercheurs qui ont participé collectivement au livre qui s'intitule De l'exil républicain à la transition démocratique, bilan et perspectives historiographiques. Donc ces 3 chercheurs, je les présente rapidement. François Gaudichaud, qui est professeur des universités, professeur d'histoire contemporaine de l'Espagne à l'université Toulouse de Jean Jaurès. À ses côtés, Michel Martinez-Pérez, qui est professeur des universités également, anciennement à Toulouse Capitole et depuis l'an dernier à Sorbonne Université, professeur de langue et culture catalane. Et puis à ses côtés, Bruno Vargas, donc, qui est maître de conférences en histoire et civilisation de l'Espagne contemporaine à l'INU Champollion, il me semble. Et la rencontre sera animée par Emmanuelle Garnier, qui est également professeure des universités et chercheuse dans le champ du théâtre hispanique contemporain, qui est également présidente de l'université Toulouse de Jean Jaurès. Voilà, je leur laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne rencontre. Merci beaucoup, merci de cet accueil et de mettre à disposition cet espace pour que nous puissions présenter cet ouvrage. C'est un grand honneur et un grand plaisir surtout d'être un petit peu le fil rouge, disons, dans la distribution de la parole. Mon rôle sera à peu près celui-là. Et j'avais prévu moi aussi de présenter les 3 intervenants. Alors je vais peut-être le faire parce que je vais compléter avec un certain nombre de points, notamment sur l'activité de recherche et peut-être moins sur le statut qui vient d'être rappelé. Alors peut-être du coup je le fais dans l'autre sens. Bruno Vargas. En fait, vous avez face à vous 3 personnalités que sur la place toulousaine, en principe, on ne présente plus parce qu'ils sont vraiment les 3 très connus dans leur domaine de recherche et comme chercheurs produisant de la recherche dans le domaine hispanique, et particulièrement de l'histoire de l'Espagne, et particulièrement l'histoire du XXe, et particulièrement la période qui nous occupe aujourd'hui dans nos échanges. Bruno Vargas, donc il a été dit, maître de conférence à l'Institut universitaire Champollion d'Albi, chercheur au laboratoire de recherche qui s'appelle FRAMESPA. FRAMESPA, je vous dirai tout à l'heure ce que ça veut dire. Enfin, je peux vous le dire tout de suite. France, Amérique, Espagne, société, pouvoir, acteur. FRAMESPA, c'est un acronyme, donc. À l'université, donc Toulouse Jean Jaurès, hispaniste, reconnu, très reconnu même, je dirais, de l'histoire politique de l'Espagne, particulièrement de la Seconde République espagnole, de l'exil politique de 1939, du mouvement socialiste, du Parti socialiste, je peux dire en espagnol, je suppose que tout le monde comprend l'espagnol dans la salle, le PSOE, donc, et la UGT, sous la dictature franquiste, et également spécialiste de la transition espagnole. Ce sont, vous avez reconnu, les mots-clés de l'ouvrage que nous allons présenter aujourd'hui. À ce titre, en tant que spécialiste de ces domaines, il est l'auteur de très nombreuses publications, dont un nombre considérable d'articles scientifiques, de coordination de numéros de revues spécialisées, d'articles, d'ouvrages, et j'ai dit petite dizaine, je n'ai pas compté exactement, d'ouvrages en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur scientifique, dont l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, donc
c'est là où je dois le montrer, voilà, de l'exil républicain à la transition démocratique, avec un sous-titre important, puisqu'il différencie, disons, les ouvrages sur le sujet, bilan et perspectives historiographiques. Michel Martinez, je ne sais pas quel est ton deuxième nom. Pérez, Martinez Pérez, co-éditeur scientifique donc de ce même ouvrage. Michel Martinez Pérez est professeur des universités en langue et culture catalane, donc à Sorbonne Université, après avoir été de longues années maître de conférence à l'université Toulouse-Capitole. Et il est aujourd'hui chercheur au CRIMIC, laboratoire de Sorbonne Université, mais également chercheur associé à Framespa également, spécialiste de la zone Aragon-Catalogne. Alors, incursion parfois d'une zone dans une autre, en particulier donc au cours de la période moderne et contemporaine, 19e, 20e, 21e siècle, dans le domaine des nationalismes et territoires, des dispositifs identitaires, de la paradiplomatie et de la diplomatie d'influence. Il est aussi l'auteur de nombreuses publications de recherche et de travaux de divulgation, de vulgarisation, d'interviews spécialisées également dans ces champs de recherche. Enfin, François Gaudichaud, nous l'accueillons pour cette rencontre, quand bien même, vous l'avez compris, il n'est pas co-éditeur scientifique, mais il a participé à ce travail, et non seulement à ce travail, mais à d'autres travaux que je vais mentionner tout à l'heure. Donc, François Gaudichaud est spécialiste de l'histoire des pays ibériques, de la période 18e, 20e, de l'histoire de l'ordre public et de la constitution de l'État, des figures de l'ordre et du désordre sur cette même période. Il est professeur des universités en histoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès, ça a été dit tout à l'heure, et chercheur lui aussi au laboratoire de recherche Framespa. J'avais écrit, mais ta modestie va en souffrir, mais j'ai renoncé à lire en détail ton CV, François, de façon exhaustive, tant il est fourni. Mais ce CV mentionne tout de même une quinzaine d'ouvrages scientifiques écrits ou dirigés scientifiquement, qui vont de la guerre d'Espagne, comme tu la nommes, à la zone latino-américaine, plus récemment, autour de questions de logiques impériales, en particulier sur la zone américaine. Son dernier ouvrage s'intitule El franquismo, anatomía de una dictadura, 1936-1977, et nous permet, cet ouvrage, d'entrer, enfin la mention de cet ouvrage nous permet d'entrer dans la mise en contexte de la publication de l'autre ouvrage, celui dont nous allons parler aujourd'hui. Donc merci à vous trois de vous être rendus disponibles pour partager votre regard sur cet ouvrage, de l'exil républicain à la transition démocratique, bilan et perspectives historiographiques. Alors, quelques mots de mise en contexte. Cet ouvrage prend place dans une série de travaux portés par l'Université Toulouse-Jean Jaurès et l'Institut national universitaire Champollion d'Albi. On va le dire en raccourci, l'Université Champollion, l'INUC, encore plus raccourci. Oui. Cette série de travaux comporte 4 colloques internationaux. 3 se sont tenus, 1 est à venir, j'y reviendrai, et 7 journées d'études en lien avec l'histoire contemporaine de l'Espagne ces dernières années. Les colloques, donc je vais les mentionner, sont les suivants chronologiquement. Un colloque en 2006 qui s'intitulait « La Seconde République en exil ». Tu veux bien montrer pendant que je... Voilà. La Seconde République en exil, 1939-1977. Ça, c'est l'ouvrage qui a été tiré de ce colloque. Un colloque en 1919 intitulé « De l'exil républicain ». J'ai dit quoi ? 2019. J'ai dit quoi ? 1919. N'importe quoi. De l'exil républicain à la transition démocratique, bilan historiographique duquel est tiré, vous l'avez compris, l'ouvrage présenté aujourd'hui. 3e colloque en 2024, il y a juste un an, je crois. Anatomie du franquisme, 1936-1977. Qui avait lieu donc à Toulouse. Et enfin, un 4e colloque dont j'ai ici le programme, mais qui n'est pas très intéressant graphiquement, mais le programme existe tout de même, qui se tiendra en novembre 2025, intitulé « Radiographie de l'antifranquisme en Espagne et en France, partis, syndicats et mouvements sociaux, 1939-1977 toujours ». Et il se partagera entre Albi et Alicante.
Voilà pour le contexte de production scientifique dans lequel s'inscrit cet ouvrage. Alors, mon rôle va consister à parcourir ou à inviter nos orateurs du jour à parcourir l'ouvrage, de sorte que vous puissiez en avoir un aperçu pour l'instant sans l'avoir lu, et on espère que ça vous donnera envie, évidemment, de le lire. Donc, on va s'approcher de cet ouvrage, ouvrage publié alors aux presses universitaires du Midi. Le monsieur de la librairie a dit presse universitaire du Mirail, mais il n'avait pas complètement tort, puisque ces presses universitaires ont changé de nom. Elles s'appelaient bien presse universitaire du Mirail, mais nous avons élargi le champ de travail, disons, à d'autres entités que celles de l'université. Donc, on a gardé l'acronyme, c'est les PUM, P-U-M, et rien à voir avec POUM, voilà. Et donc, désormais, ce sont les presses universitaires du Midi. Pour autant, elles demeurent à l'intérieur de l'activité de l'université Toulouse-Jean Jaurès, je le dis au passage. Alors, je vais poser une première question à nos trois orateurs. Si on prend cet ouvrage, on voit que l'éditeur, donc les PUM, ont écrit pour présenter cet ouvrage la phrase suivante qui m'intéresse pour lancer notre échange. Les publications scientifiques sur les exils républicains, entre parenthèses, ils sont pluriels à l'image de l'Espagne et des idéologies persécutées par le franquisme. Donc je reprends, les publications scientifiques sur les exils républicains sont innombrables. Dans cet ouvrage, la démarche a été bien différente. Et de fait, l'histoire de l'Espagne du XXe siècle a été, je crois pouvoir dire, beaucoup travaillée par les chercheurs, par les chercheuses du monde entier. Et je me suis tout de suite posé la question, et je vais la poser à nos invités. Est-ce qu'on peut se demander s'il reste encore des choses à travailler, à explorer, à analyser? Et si oui, quoi? Lesquels exactement? On suppose que oui, puisqu'ils viennent de produire encore un ouvrage. François, j'avais envie de commencer par toi. Un commentaire peut-être large sur cette question, pas forcément restreint à l'ouvrage, mais d'une manière générale. C'est-à-dire, tu es historien de cette période, c'est une période très travaillée. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en tant que chercheur, revenir encore et encore sur cette période et avoir des choses à commenter? Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques scrupules à répondre en premier, mais comme tu viens de donner la parole, parce que c'est le directeur de l'ouvrage. Mais oui, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire encore. Cette impression de connaître très bien la période qu'on a, parce qu'on a lu un certain nombre de livres. Dès qu'on a lu un certain nombre de livres, on a l'impression de connaître bien quelque chose. Mais on vit quelquefois sur des mythes. Et quand on retourne aux archives, on s'aperçoit que c'était pas exactement comme ça. Et on donne des sujets de recherche à des étudiants. Tous les ans en ce moment, là, les étudiants viennent vers nous pour s'inscrire en master l'année prochaine, et on distribue des sujets. Et c'est pas ce qui manque, parce que voilà, aller mettre le nez dans les archives, et tout de suite, il y a des choses qui nous surprennent. Nous, on est surpris à chaque fois qu'on va aux archives. Si on est surpris, et pourtant on a lu beaucoup, c'est qu'il y a des choses qu'on lit dans les sources de l'époque qui remettent en cause des choses qu'on croyait savoir. Un truc qui m'a surpris dernièrement, je vous le dis, c'est pas sur l'exil, mais moi ça m'a vraiment frappé, c'est les résultats d'une enquête de l'évêché de Cordoue, non de Séville, en 1931, sur la pratique religieuse. Une enquête auprès des curés de paroisse. On a entre 10 et 20% de pratiques religieuses en 1930 dans la province de Séville et dans la ville de Séville. Là, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on se dit, ouais, la volonté de reconquête de l'Église catholique espagnole, c'est une vraie volonté de reconquête. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu beaucoup de terrain. Voilà, des choses comme ça. Des choses comme ça. Donc, oui, et sur l'exil, c'est pareil. Ça, tout d'un coup, il y a un fonds qui est classé, un fonds d'archives qui était impénétrable parce que c'était pas classé, et tout de suite, on va aller travailler dessus.
Par exemple, un sujet sur lequel je réfléchis là pour donner à une étudiante qui est venue me voir et dire j'aimerais bien travailler sur l'exil et sur le travail des femmes. Ok. Il y a une collègue de mon département, de mon labo, qui travaille sur justement les travailleuses et les travailleurs coloniaux dans les usines d'armement à Toulouse. Et les liens qu'il peut y avoir entre ces deux types de main-d'œuvre, des main-d'œuvre quand même sous-payées, marginalisées, etc., etc. Et je lui dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire sur les femmes de l'exil par rapport à la question de la main-d'œuvre dans les usines de poudre, etc., etc. Voilà, des choses comme ça. Après, là, ça vient pas d'une découverte d'archives. Ça vient d'une idée comme ça, tout d'un coup, peut-être qu'il n'y aura pas de quoi nourrir cette idée. Peut-être que ça va dériver sur autre chose. Mais du travail à faire, il y en a, et c'est tant mieux. Dernière chose, je parlais de mythe tout à l'heure. Il y en a un qui est en train sur lequel les historiens espagnols, et pas qu'espagnols, s'écharpent. C'est celui qui résulte de la propagande franquiste pendant des années, et qui a été acheté d'une certaine manière par beaucoup d'historiens démocrates. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on a lu, on a tellement lu quand on s'est formé, qu'on ne l'a pas remis en question. C'est l'idée du grand désordre, qu'il y a entre février et juin 1936. L'idée que le gouvernement ne contrôle plus rien et que voilà, il y a une espèce les luttes sont exacerbées et voilà, il y a alors bien pour les franquistes une révolution qui menace, etc., etc. Et là on commence à sortir des choses qui permettent d'alimenter une antithèse de ça. Faut dire donc c'est essentiellement de la propagande, et une propagande tellement bien montée de manière systématique. Et il y a quelque chose, moi, qui me fait penser que c'est systématique, parce que j'ai recommencé à travailler sur la période, c'est de lire la manière dont est faite la propagande d'extrême droite et pro-nazie en Allemagne, juste avant, dans un bouquin que je vous conseille aussi, qui s'appelle « Les Irresponsables » de Johann Chapoutot, où il explique qu'un grand magnat des médias, qui possédait des centaines de journaux, des radios, des cinémas, etc., Alfred Hugenberg, a nazifié l'opinion allemande de manière systématique et volontariste pendant des années. Et je me dis, mais ce gars-là, c'était un comparse et un copain des monarchistes espagnols. Donc, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Voilà. Mais merci François, tu nous précipites tout de suite au cœur de la problématique de l'historiographie, non sans avoir des échos très forts avec l'actualité par ailleurs. Donc je pense qu'on a effectivement un chantier très très important à cet endroit-là. Alors je vais poser la même question, mais cette fois-ci en vous demandant de le resserrer autour de l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui à Bruno et à Michel, c'est-à-dire quel a été le parti pris du colloque, et puis ensuite, puisque l'ouvrage est une sélection des travaux qui ont été présentés dans ce colloque pour une édition papier, comme on dit, quel a été le parti pris du colloque, puis de la sélection des textes qui composent aujourd'hui l'ouvrage de ce point de vue. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais rappeler très rapidement un peu la genèse du projet. Je pense qu'on était en fin d'année 2017 ou 2018, peut-être même 2018 très tard, ouais. Très tardivement, après l'Assemblée Générale de Framespa, puisque nous étions, donc tu étais directeur du Framespa, et nous étions tous les deux membres permanents de Framespa à cette époque-là. Donc voyant l'échéance arriver, on s'est dit il serait bon de préparer quelque chose autour du 80e anniversaire de ce qui est connu ici comme la retirada, et tout de suite on s'est dit que c'était une bonne idée, mais qu'il fallait pas faire le énième colloque sur la question, même s'il y a toujours beaucoup de choses à découvrir, et qu'en Espagne il y a toujours des archives qui ne sont pas, on ne peut toujours pas consulter, mais très vite est arrivée l'idée de faire le bilan et perspective historiographique, et surtout de convier autour de ces journées Albi-Toulouse des historiens français, espagnols et de générations aussi différentes.
des jeunes historiens français, des historiens espagnols jeunes et moins jeunes, que vous allez retrouver un peu partout. Donc ils ont proposé ensuite leur communication sous forme... voilà, on a suivi le processus d'édition scientifique, donc ce ne sont pas des actes de colloque, hein, c'est à nouveau un projet d'édition avec une évaluation à l'aveugle, etc. Et on retrouve donc les meilleures pièces, pour le dire ainsi, même si elles étaient toutes très bonnes. Pardon, je précise pour les personnes qui ne sont pas familières de la recherche, une évaluation à l'aveugle, c'est pas une évaluation qui se fait en fermant les yeux. Ça veut dire que l'auteur du texte n'est pas mentionné pour les personnes qui évaluent, c'est-à-dire que c'est anonymé, quoi, pour le dire comme ça. Et c'est la qualité de l'article ou de la publication, enfin de l'article, voilà, qui est estimée sans que l'on sache qui en est l'auteur. Voilà ce que veut dire évaluation à l'aveugle. Pardon, ça prête à confusion si on n'est pas familier du milieu universitaire. Sachant qu'on a aussi demandé aux auteurs ensuite de faire certains, ils ont été nombreux à apporter des modifications, puisque le processus a été plus long que prévu. Et donc nous arrivons pratiquement en 2025 à un autre cadre de commémoration ou de date anniversaire autour du 50e anniversaire de la mort de Franco. Oui, alors, et donc ce qu'on voulait aussi, c'est qu'il y ait une partie bilan, c'est-à-dire que certains chercheurs nous disent un petit peu, voilà ce qui a été fait depuis une vingtaine d'années sur les thèmes, tous les thèmes qui ont été traités pendant le colloque. Et puis une deuxième partie aussi que nous souhaitions faire, c'était les perspectives. C'est-à-dire, François parlait, est-ce que tu posais une question, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Oui, c'est-à-dire revisiter les mythes à travers non seulement des nouvelles archives qui apparaissent, et puis surtout se concentrer sur des thèmes. On a beaucoup parlé des institutions, là oui, on a pratiquement c'est tout, sur les partis politiques, je prends les partis politiques parce que c'est un petit peu mon domaine, et les syndicats, on sait à peu près tout sur les dirigeants, comment ça fonctionnait, mais on sait beaucoup moins comment ça se passait au niveau des sections, par exemple. Comment ce qui se passait dans la vie de tous les jours, dans certaines régions, dans certaines provinces ou dans certaines villes, comment tout cela remontait vers les commissions exécutives. Donc, pour nous, c'est cela qui nous intéressait et qui nous intéresse encore. Et je crois que quand on dit de revisiter, c'est là où il va falloir travailler. Et on se rend compte, et tu l'as très bien dit, que la propagande, la violence par exemple, puisqu'on parle un petit peu aussi de la violence, il y a eu beaucoup moins de violence politique pendant les mois qui vont de février, c'est-à-dire les élections du Front populaire jusqu'au coup d'État, que par exemple dans un pays comme la France. Si on prend par exemple le nombre de jours de grève, par exemple, il y a eu beaucoup plus de nombre de jours de grève en France qu'en Espagne. Si on prend le nombre de morts par violence politique, il y en a eu beaucoup plus en France qu'en France. Et pourtant, le coup d'État va se passer en Espagne. Donc tout ça, et à partir de là, donc, il faut se poser les vraies questions. C'est-à-dire, comment se fait-il que la France évite ce coup d'État, alors qu'on a aussi un Front populaire, et l'Espagne, non, sombre dans la guerre civile. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à revoir, et sur ce point-là, pour ne parler que de la guerre d'Espagne. Et si on revient donc à l'ouvrage, c'est ce qui avait été demandé à nos contributeurs, et lorsque par exemple on a écarté certains contributeurs, c'est parce que ça ne correspondait pas au thème du colloque. Et peut-être rajouter les thèmes qui avaient été choisis, c'est-à-dire bon, il y avait bien sûr l'avant-république, la République, la guerre civile et puis l'exil, on s'arrête à la transition, et on voulait aussi que les thèmes ne soient pas que des thèmes politiques, syndicaux, mais aussi les arts soient abordés, parce que notamment l'exil, ça a été un foisonnement de création artistique et qui dit beaucoup sur ceux qui étaient ces exilés de 36-39. Exilés de 36-39, et puis ceux qui vont arriver aussi après, parce qu'on oublie souvent, on parle des exilés, on ne parle que des exilés de 36-39, et on oublie ceux qui vont arriver à partir de 44 jusqu'en 46, ensuite la frontière est fermée, et puis ceux qui vont aussi arriver plus tard tout au long du franquisme. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu essayer de faire. Alors on y est arrivé plus ou moins, il ne faut pas s'en cacher. En fait, c'était ce qu'on a recherché, le but de ce colloque. Un colloque, ça sert à avancer. Si c'est pour refaire un énième colloque sur les mêmes thèmes,
ça n'a aucun intérêt, ce n'est qu'à publier des choses qui ont déjà été dites. Tout à fait. Merci d'avoir éclairé, disons, cette question au démarrage de nos échanges. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter et inviter le public à rentrer dans l'ouvrage chapitre par chapitre. Comme ça, vous aurez une idée assez précise, je pense, des contenus. Alors évidemment, on ne va pas faire un commentaire de chacun des articles. Combien il y en a d'ailleurs? Je sais pas... Un certain nombre, voilà, 28, voilà. Donc on ne va pas s'arrêter sur chacun d'eux et les auteurs, j'espère, ne nous en voudront pas, mais c'est un exercice de synthèse malgré tout. Alors le premier chapitre, qui en fait s'intitule plutôt chapitre préliminaire, il n'est pas, le numéro 1 arrive après, donc le chapitre 0, on pourrait dire, en tout cas préliminaire, précisément pose ce que tu viens de dire, Bruno, hein, c'est-à-dire le fait, un état de la question, hein, et c'est notre collègue chercheuse Geneviève Dreyfus-Armand qui le signe. Je la mentionne, je crois que c'est à peu près la seule ou presque que je vais mentionner, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui compte, qui précisément a une capacité, je crois, avec un recul et une vision très très large, de faire cet exercice qui n'est pas simple, sur donc un état de la question des travaux, hein, sur l'exil républicain espagnol. Je ne vais pas revenir peut-être sur ce point puisque tu viens de le mentionner, mais j'avais imaginé qu'on pouvait peut-être, si vous le souhaitez, rentrer un peu dans ce chapitre-là. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire de plus que ce que tu viens de dire, Bruno ? Sur le chapitre en question, l'état des lieux, la manière dont la collègue le porte. Oui, en fait, simplement dire que, bon, avec Geneviève Dreyfus-Armand, on a affaire avec une des grandes spécialistes, si ce n'est la plus grande spécialiste en France. Hein. L'autre grande spécialiste, bien sûr, c'est Alicia Alted en Espagne. Et je crois que Geneviève est l'historienne qui connaît le mieux l'exil en son ensemble. Hein, c'est-à-dire, c'est pas tellement l'exil politique, mais le bilan que porte Geneviève, c'est surtout sur les personnes qui sont arrivées, hein, à différents moments, quels ont été leurs parcours de vie, et surtout elle a une connaissance de tout ce qui a été publié en gros sur l'exil. Et Geneviève aussi a travaillé beaucoup sur les camps, hein, les camps d'internement, ou pour certains camps de concentration, et elle a beaucoup travaillé. Donc là, c'est un chapitre, je crois, qu'il faut lire pour quelqu'un qui veut vraiment avoir un bilan sur l'histoire de l'exil. Je pense que cet article-là est primordial, il faut le lire. Et c'est une bonne introduction à l'ouvrage. Très bonne introduction. Merci Bruno. François? Oui, il y a quelque chose d'important de demander à Geneviève de faire ce travail, parce qu'elle a été essentielle dans l'émergence pour le grand public, dans l'affirmation de l'histoire de l'exil. Ces travaux, alors c'est pas les premiers, évidemment, mais ils sont vraiment fondateurs. Et la manière dont s'est développée la connaissance sur cet exil dit beaucoup de choses de l'exil lui-même. Et de sa place dans la société française, du regard de la société française sur ce passé, du regard évidemment de la société espagnole sur ce passé. Donc réfléchir sur la manière dont ces connaissances ont été élaborées, des tournants qu'il y a pu y avoir, etc. C'est vraiment important, c'est réfléchir sur les conditions dans lesquelles à la fois on produit de la connaissance, mais aussi on se l'approprie. Et alors le faire à Albi, puisque sa conférence introductive, je crois que c'était le jour où c'était à Albi, le faire dans ce midi ici, c'est particulièrement important, même si l'ouvrage a vocation à circuler ailleurs. Merci pour ces commentaires. Je vous propose qu'on rentre dans le premier chapitre, cette fois-ci, qui s'intitule « Avant-guerre et guerre d'Espagne, une révision historiographique ». Alors, on en a déjà un petit peu parlé, hein, de cette idée de réviser l'historiographie. Mais malgré tout, j'aurais voulu demander aux historiens que vous êtes si vous rencontrez souvent cet exercice de, finalement, corriger la manière dont les historiens eux-mêmes, corriger ou amender la manière dont les historiens eux-mêmes ont fixé l'histoire. C'est-à-dire non pas faire évoluer le rapport à l'histoire et la manière de l'enrichir, etc., mais finalement de prendre un corpus qui est un corpus
d'historiens, produit par des historiens, et de le réviser d'une certaine manière. C'est ce que je comprends en tout cas dans l'expression révision historiographique. C'est-à-dire, il y a un volet un peu méta ou réflexif, disons, des historiens sur les historiens, ou de la production des historiens sur la production des historiens. Donc, est-ce que cette question-là, vous l'aviez saisie comme ça pour le colloque? Est-ce qu'elle occupe, par rapport au sujet, évidemment, de l'histoire telle qu'elle a été écrite de l'exil espagnol, l'exil républicain, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important, nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup? Est-ce que ça a beaucoup été corrigé d'une certaine manière? François tout à l'heure donnait un exemple qui n'était pas sur l'Espagne, mais est-ce qu'en Espagne, vous avez observé des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire aujourd'hui là-dessus? Est-ce que c'était l'objet du colloque et de la publication? Je sais pas, je m'adresse peut-être plutôt aux organisateurs du colloque. Alors, oui, c'était exactement cela. C'est-à-dire, et en plus, on a fait le choix qu'on avait fait, c'est de prendre de jeunes historiens. Donc, un jeune historien espagnol, Sergio Sánchez Collantes, qui est un spécialiste du républicanisme en Espagne, qui est l'auteur d'un dictionnaire sur le républicanisme en Espagne, et puis 2 autres auteurs, donc, qui sont des jeunes chercheurs. Oui, jeunes chercheurs, on peut dire, puisqu'ils ont à peine 40 ans, même pas, n'est-ce pas, François? Donc, c'est Pierre Salmon et Nathan Rousselot. Donc, Pierre, il a un bébé, il a 33 ans. Oui, il a 33 ans, encore plus jeune. Et donc, ça a été un parti pris parce qu'ils arrivent déjà avec... ils sont... Alors, une approche différente. Quand on est un jeune chercheur, on va plus souvent aux archives. Et quand on est plus souvent aux archives, on découvre. Mais c'est comme ça. Et donc, ils ont trouvé de nouvelles archives. Et donc, ils ont forcément une nouvelle approche. Ils disent, mais ça, ce qui a été écrit jusqu'à présent, même si c'était fait dans les règles de l'art, ben non. On a des archives qui démentent, ou parfois complètent, ou qui infirment ce qui a été dit, ou qui nuancent. Et donc, à partir de là, on a une vision différente. Et notamment, donc, Pierre Salmon, qui a travaillé sur l'Espagne, sur les armes pour l'Espagne, donc la diplomatie française, a découvert des archives qui permettent de dire que, même si, du côté, les politiques voulaient aider, derrière l'administration, notamment au Quai d'Orsay, freinaient. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose que l'on connaissait moins. Et ça, c'est un apport vraiment très intéressant de cet article-là. Ouais, moi, je voulais vous interpeller tous les deux sur cette question-là, c'est-à-dire il y a 2 éléments dans ce chapitre qui m'ont vraiment particulièrement attiré mon attention. C'est effectivement cet article-ci sur la diplomatie française durant cette période. Avec un discours anti-réfugiés, disons, qui se propage dans les sphères diplomatiques ou dans la sphère diplomatique française. Ce qui questionne encore et toujours la manière dont la France s'est comportée face à cette situation d'affluence de réfugiés sur son territoire. Je ne sais pas sans nous rappeler que la guerre en Europe aujourd'hui nous a replacés face à ces images et à ces éléments, disons, qui sont souvent visibles du côté de l'histoire de la guerre de la guerre civile en Espagne et de l'exil républicain. En dehors de cette question, j'avais envie d'interpeller Michel qui travaille sur les questions de diplomatie. Est-ce qu'il y aurait peut-être un commentaire plus particulier à faire sur ce volet-là, le rôle de la diplomatie française dans ce moment, disons, qui est la gestion d'une certaine manière, et puis au-delà de la question de la gestion, la production de discours, justement, et on rentre dans ce que disait François tout à l'heure, non seulement de discours, mais finalement de positionnement politique et peut-être propagandiste aussi. Oui, et toujours, ce qui est intéressant, pourquoi on s'intéresse toujours à ces questions-là, parce qu'il y a toujours une résonance par rapport à l'actualité, vous le dites très bien. Et donc, effectivement, on retrouve les mêmes techniques de déshumanisation de ces personnes qui arrivent, dont on leur fait déjà un procès avant même leur arrivée. On va dire qu'ils sont lâches parce qu'ils quittent leur pays, ou qu'ils sont des terroristes et que c'est pour ça qu'ils quittent ce pays. Et ce sont des choses qu'on entend
dans d'autres contextes et encore aujourd'hui. L'accueil dans les camps, par exemple, pour en revenir à Geneviève, on lui doit aussi des tribunes très importantes dans la presse. Et donc, elle n'a pas divulgué parce que c'était quelque chose qui était connu, mais elle a bien mis les mots, elle aussi, pour parler de l'accueil, entre guillemets. On parle d'un accueil catastrophique dans les camps. Et ce qui est très intéressant et très important dans notre métier, en tant qu'enseignant, souvent, on doit défaire des préjugés, des stéréotypes, des clichés qu'ont les étudiants. Et en tant que chercheur, eh bien, on cherche à démontrer que ce sont justement des préjugés, des clichés. Après, moi, pour des questions de diplomatie, je n'ai pas vraiment travaillé cette temporalité-là donc je vais pas. Mais merci, développer. Je pense que ça éclaire. Donc là, on parlait de l'article de Nathan Rousselot, hein, c'est ça. L'autre élément, moi, qui m'a interpellée dans ce chapitre-là, c'est la question de l'émigration républicaine espagnole précédant la guerre civile, enfin la guerre d'Espagne. Ça, c'est l'article de Sergio Sánchez Collantes, et qui concerne donc des personnes qui ont quitté l'Espagne pour des raisons politiques sous le règne d'Alphonse XIII. Et notamment donc durant la dictature de Primo de Rivera. Et cet exil républicain qui débute donc avec la guerre civile a sans doute beaucoup occulté dans l'historiographie cette émigration politique précédente. Donc je sais, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire, Bruno? Alors, est-ce que le collègue qui a travaillé là-dessus et qui écrit là-dessus a finalement mis le doigt sur cette question? Il démontre surtout que la République, quand elle est en 31, c'est parce qu'il y a un soubassement, c'est-à-dire que ces républicains, ce sont surtout des amis de Manuel Azaña, hein, qui est encore dans le parti réformiste. Alors, il hésite encore, il pense que la monarchie, le régime monarchique peut être réformé, et il bascule vraiment dans les années 22-23. Et autour de lui se crée donc un groupe, hein, on dirait des cercles républicains, qui, lors du coup d'État, doivent émigrer. Alors, ce sont en général ce qu'on appelle aujourd'hui, ils appartiennent aux classes moyennes, hein, sont les classes moyennes, et la plupart s'exilent à Paris. Mais ce sont des gens qui sont vraiment ils ne sont pas d'extraction de la classe ouvrière, ce sont des avocats, ce sont des professeurs, et c'est vraiment un exil différent. Et cet exil-là ne souffre pas. C'est-à-dire que quand il passe la frontière, c'est important, il ne souffre pas, il passe la frontière, il s'installe à Paris, et à partir de Paris, ils vont créer, disons, une résistance, ils vont préparer ce qui va, notamment 1930, hein, c'est-à-dire 1930, c'est le pacte de Saint-Sébastien, hein, entre les différentes forces politiques de droite républicaine, de gauche républicaine et ouvrière, et il crée ce mouvement-là, parce qu'il faut savoir que l'idée de république a pratiquement disparu. Hein, à partir de ce qu'on appelle le sexenio democratico, c'est 6 ans de démocratie entre 1868 et 1874, pardon. Ensuite, le courant républicain pratiquement disparaît de la vie politique espagnole. Et il renaît à partir de ces années-là 20, au moment du coup d'État de la dictature de Primo de Rivera. Et c'est sur cet article porte sur ces républicains, c'est le germe un petit peu de ce qui va ensuite débouler avec force à partir de 1930 et 1931. Je ne sais pas si tu veux. Je vais peut-être passer au chapitre 2. Donc le chapitre 2, il est intitulé « Premier exil en France et Seconde Guerre mondiale ». Et il questionne justement ce rôle de la France, notamment à travers, d'une part, là, il y a un article sur la collaboration policière, un autre article sur l'aide humanitaire internationale destinée à la Seconde Guerre mondiale, également un article sur, en tout cas, les thèmes majeurs, disons, de ce chapitre, à travers la figure sociale des femmes, questionnée du point de vue du genre, de la famille et du travail. Et voilà, j'avais envie d'ouvrir un petit peu, comme ça, de vous proposer, de vous saisir peut-être d'un de ces thèmes, peut-être témoigner un petit peu des éléments qui vous aussi vous ont intéressé dans ces différents sujets, dans les articles des collègues. Alors, il y a un article donc, qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de Diego Gaspar Celaya. Et
c'est un article qui est très intéressant parce qu'il part de la Nueve, que vous connaissez tous. Hein, c'est cette compagnie où il y avait 60% d'Espagnols, alors qu'on dit c'était une compagnie espagnole. Non, il y avait 40% d'autres étrangers, de Français et d'autres étrangers. Et il m'intéresse parce qu'il pose la question de la mémoire et de l'histoire. Comment cette histoire de la Nueve est arrivée jusqu'à nous, alors qu'on avait complètement oublié. D'ailleurs, on en parle à Nueve en 1945-46 dans El Socialista. Rolf Llopis, qui était le secrétaire général, écrit un article, Los Olvidados, les oubliés, et il parle entre autres de la Nueve. 46, vous vous rendez compte. Et il faut attendre les années 90, et notamment les travaux de Diego, et surtout un livre de Mesquida, Eveline Mesquida, hein, sur los españoles que liberaron Paris. Bon, d'un point de vue historique, on est tous d'accord, hein, ça ne tient pas la route. Mais ce livre-là, qui est un livre de journaliste, est intéressant parce que grâce à ce livre-là, des historiens vont s'intéresser à ce qu'a été la Nueve. C'est-à-dire que la première partie des travaux de Diego Gaspar, qui est un jeune historien et un très très bon historien, va être un petit peu de démystifier la Nueve et raconter l'histoire de la Nueve. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que comment la mémoire, cette journaliste qui n'est pas une historienne, comment elle crée un mythe. Elle crée un mythe, et un mythe dans lequel vont s'engouffrer toutes les associations. Oui, enfin, pas qu'une, toutes les associations. Et on va créer comme ça une mémoire anarcho-syndicaliste, une mémoire socialiste, quoique moins, une mémoire communiste, etc. etc. Et c'est pour ça que, et là, l'historien, il a vraiment un rôle. C'est-à-dire que l'histoire, on n'est pas là pour créer des mythes. On était là pour travailler sur des faits, les analyser, et livrer cette analyse à la société. Et qu'ensuite, la société décide. Et c'est pour ça que cet article, moi, je l'aime beaucoup, et que j'aime beaucoup les travaux de Diego. Mais Diego, par exemple, vend beaucoup moins de livres que Eveline Mesquida, qui doit être à sa 5e ou 6e édition. Et on a beau dire, attention, il y a des erreurs, tout ça. Parce que quand on commet des erreurs comme ça, il ne faut pas s'étonner si, ce que j'appelle la fera d'enfrente, hein, ceux qui veulent, les révisionnistes, les vrais révisionnistes, s'engouffrent dedans. Mais vous voyez, c'est des erreurs, c'est pas passé comme ça. Moi, je écris la vraie histoire. Et en fait, c'est créer un autre mythe. Et donc, on ne peut pas, quand on fait de l'histoire, on ne peut pas un mythe contre mythe, sinon on n'avance pas. Voilà. C'est vraiment intéressant, hein, c'est-à-dire le mythe étant finalement pouvant être un moteur pour une révélation d'une vérité historique en réalité. Enfin, moi, dans ma tête, ça fait écho absolument à l'ère post-vérité qui est la nôtre aujourd'hui. Et je ne sais pas comment les historiens vont travailler sur cette période dans 10, 20 ou 50 ans, mais j'aimerais bien être là pour le voir en tout cas. Le chapitre, merci pour vos commentaires. À partir du chapitre 3, donc le livre traite de la question de l'exil républicain, finalement de manière thématique, plus que chronologique. Le premier thème est celui, justement, on était en train d'en parler, de l'activisme politique et syndical, qui est peut-être le plus traité par les historiens et les historiennes. Sont fouillés dans ce chapitre des sujets relatifs à l'exil républicain en Amérique latine, particulièrement au Paraguay, la question des dirigeants républicains en exil, des dirigeants en particulier, à travers des récits biographiques, ce qui est assez intéressant. Également le premier congrès du Parti socialiste ouvrier espagnol en exil en France, qui est revisité par José Martínez Cobo. Petit clin d'œil, oui. Qui pourra en parler. Oui. Exactement. Qui réinterroge les interprétations historiographiques relatives à ce congrès, donc de septembre 1944. Bon, inutile de rappeler que le PSOE est considéré comme illégal tout au long de la dictature franquiste, bien entendu. J'avais envie d'interpeller François sur ce sujet-là, c'est-à-dire
Alors, je t'ai assigné un rôle d'intervenant sur des questions peut-être un peu larges, c'est-à-dire de théorie d'historien plutôt, ou de manière de positionner le travail d'historien. Peut-on poser, c'était ma question, donc peut-on poser de nouveaux regards sur cet activisme politique en exil? Les faits établis, très travaillés sur ce sujet, un sujet comme celui-ci, peuvent-ils être re-questionnés pour une nouvelle interprétation? C'est un peu toujours ma même question qui revient. Et reste-t-il des éléments moins travaillés cette fois-ci du côté de l'Amérique latine, puisque tu as fait ce décalage, ce pas de côté, pour mieux revenir, tu l'as dit tout à l'heure peut-être, mais en tout cas, de ta connaissance du terrain américain sur cette question et sur d'autres, est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à venir, et si oui, lesquelles dans ta perspective dans ce domaine, activisme politique et syndical? Je vais devoir confesser mon ignorance. Mon sentiment, oui, parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mon sentiment, c'est que en proportion du nombre de personnes qui se sont retrouvées dans le deuxième exil, enfin du côté en Amérique, il y a quand même eu presque plus de travaux. Il y a quand même quelques milliers. En France, on parle de centaines puis de dizaines de milliers de personnes. Et la qualité des gens qui sont partis était différente. On avait beaucoup plus de militants, de cadres et de dirigeants. Les cadres et les dirigeants, ça laisse plus de papier. Et donc, il y a une disponibilité quand même importante des choses. Il y a une question qui, en revanche, mériterait peut-être d'être posée, mais ce n'est pas encore le cas, je crois. C'est d'essayer de comparer ce qu'ont apporté ces exilés en termes politiques dans les débats des nations dans lesquelles ils se sont inscrits, entre, par exemple, le Mexique et la France. Ou même en Argentine, où ils étaient très peu nombreux, mais où il y avait une telle migration espagnole d'avant. C'est en Argentine qu'en proportion, les collectes pour les républicains sont les plus massives pendant la guerre. Plus massives qu'aux États-Unis, plus massives qu'en France, etc. Donc, voilà, ça pourrait être... parce qu'il y a quelque chose qui... Mon sentiment, là aussi, c'est que... Mais ça commence à changer. C'est que la manière d'envisager l'activisme des Espagnols en exil a été essentiellement envisagée vis-à-vis de la question de la fin du franquisme, de combattre le franquisme, etc. etc. et moins vis-à-vis de ce qu'ils ont apporté, par exemple, au syndicalisme en France. Que l'apport des Espagnols dans la CFDT française, par exemple. Moi, j'ai un doctorant qui a commencé à bosser là-dessus, ou des choses qui vont dans les deux sens. Que font les rapports des libertaires espagnols avec les libertaires français, pas simple. D'autant plus que, c'est peut-être une boutade, mais quand les Espagnols arrivent, ça multiplie par 10 le nombre de libertaires en France. C'est pas exactement ça, mais voilà. Donc, voilà, il y a là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser, parce que effectivement, les conditions ne sont pas les mêmes. La CNT, par exemple, en Espagne, c'est une confédération syndicale à laquelle s'inscrivent des syndicats locaux ou des syndicats de certaines branches, etc., qui choisissent ou pas de s'affilier d'ailleurs. Et c'est pour ça que les chiffres changent entre 1928, 1930, 1932, 1933, etc. Il y a des grandes évolutions. Sauf que quand, à partir de 1939 ou à partir de 1945, les conditions ne sont plus les mêmes. L'activité syndicaliste en elle-même, c'est pas ce qui domine, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un lien à l'organisation dont la nature a changé, qui n'est plus le même. Voilà, ce genre de problématique-là, c'est important. Et je pense que ce serait la même chose pour le Parti socialiste.
Le Parti socialiste, pendant la République, et on commence à le voir maintenant, subit énormément la pression de ses bases. On a longtemps ergoté sur la radicalisation de tel ou tel dirigeant, etc. C'est n'importe quoi. Le meilleur spécialiste de Largo Caballero, qui s'appelait Julio Arostegui, a montré que face au massacre permanent de ces paysans qui réclamaient à manger, à partir de 1931, massacre par la garde civile, les grands propriétaires qui tiraient dans le tas dès qu'il y avait une manifestation pour aller demander l'aumône, c'était ça. Dès la fin de 1931, ces gens-là s'adressent à leurs organisations en disant « ça suffit la négociation, défendons-nous ». Et donc ils s'adressent, ils veulent des mots d'ordre. Résultat, on a, côté CNT, des mots d'ordre de grève générale insurrectionnelle, et côté PSOE, d'autres choses. Une radicalisation. Sauf qu'une fois qu'on n'est plus en Espagne, les conditions ne sont plus les mêmes, donc les rapports entre la base et les dirigeants ne sont plus les mêmes du tout. Ce sont des choses qu'on pourrait commencer à analyser, et on verrait peut-être différemment les scissions, il y en a plein, ou les rabibochages, etc. Bruno, tu voulais intervenir ? Pas forcément. Pas forcément, non. Enfin, c'est pour simplement dire, alors, puisque tu parlais de l'UGT, oui, c'est vrai, bon, mais là, on sort un petit peu de ce chapitre-là, mais enfin, bon, oui. C'est pour ça que je ne sais pas, je dois en parler, mais il y avait aussi cette concurrence entre l'UGT et la CNT, et cette radicalisation, comme tu l'as bien dit, elle vient de la base, certainement, mais aussi des dirigeants qui voient fondre le nombre d'adhérents et qui disent si, notamment de la part de l'UGT, d'un homme comme Largo Caballero, qui dit, attention, si on continue comme ça, on va perdre nos militants de la plus grosse fédération de l'UGT, qui était la fédération de la Terre. Donc, il sort du gouvernement parce qu'il se dit, si on continue comme ça à faire cette politique de conciliatrice. Oui, voilà, de compromis, on va perdre nos militants. Et donc, ça aussi, il faut tenir en compte. Mais ça, je pense que ça a été étudié. Mais pour revenir à l'exil, puisque là, on est dans l'exil, tu as dit quelque chose d'intéressant, mais il faut voir que quand on prend, par exemple, l'UGT, je parle de l'UGT parce que c'est ce que je connais le mieux, plus que la CNT, revendiquait à peu près un demi-million de militants. Mais, si on prend la France, le premier congrès, l'UGT, c'est 12 000. Militants, je parle, José, tu es d'accord avec moi, c'est 12 000 militants. Le PSOE, c'était à peu près 80 000 militants en Espagne. Ils ne sont plus que 7 000 lors des premiers congrès, le premier dont José parle dans l'article, et le second. Donc quand même, où sommes passés ? C'est-à-dire que l'exil, oui, bien sûr. Puis l'exil, on part de la retirada, on part toujours des 475 000. Alors disons qu'entre les 475 000 plus les 3 vagues depuis 1936, il y a à peu près 600 000 personnes qui ont traversé la frontière. Mais en 1939, si on ne prend que les 475 000 qui passent la frontière, notamment au Pertus, il ne reste plus dans les camps 190 000. 190 000. Donc l'exil de 36-39, en français, je parle en France, c'est à peu près, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est autour de 160 000. C'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup si on le compare avec les grandes vagues. On parle de l'émigration, puisqu'on parle aussi de l'émigration des années qui commencent 56, qui vont aller jusqu'à 73. C'est, pour la France, les chiffres officiels, c'est 546 000 chiffres officiels. On sait très bien que beaucoup d'Espagnols arrivaient en France et étaient ensuite trouvé du travail et avaient les papiers. C'est à l'époque où c'était le patronat qui allait à l'administration pour demander les papiers. Donc, c'est beaucoup plus important, cette émigration économique, comme on l'appelait, alors que c'est une émigration politique. S'ils émigrent, c'est qu'ils meurent de faim, et c'est parce que c'est un système politique qui les pousse. Et là où c'est intéressant, c'est voir pourquoi, et c'est là où les prochains travaux, et on en parle un petit peu aussi dans ça, c'est pourquoi donc on parle presque 800-900 000 personnes, pourquoi très peu vont adhérer à la CNT, à l'UGT et au PSOE. Et ça, c'est
cette rencontre ne se fait pas entre l'exil politique, le 36, 39, 39, et cette émigration. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. J'en profite avant de donner la parole à Michel, qui a effectivement un article sur exilés versus émigrés. Donc voilà, je vous invite à le lire. Michel. Je voulais justement parler de cet article de Sébastien Faré de l'Université de Genève, puisque lui aussi, finalement, il va démonter un ancien mythe qui était cette opposition entre exil politique d'un côté et migration économique de l'autre. On s'aperçoit, comme vient de le dire Bruno, que c'est beaucoup plus subtil que ça, et qu'il y a parfois une politisation de ces exilés économiques ou une repolitisation avec les histoires du passé. Ce sont dans la plupart des cas des fils de vaincus, donc ils sont aussi évidemment politiques. Oui. Mais merci pour ces précisions. Le temps courant, je vous propose que nous allions au chapitre 4. Alors le chapitre 4 croise le thème de l'exil républicain espagnol avec celui, ça a été dit par Bruno en introduction, de la création artistique. Alors c'est là aussi, on l'a dit tout à l'heure, un sujet qui a déjà été beaucoup travaillé. Et évidemment, Toulouse n'est pas étrangère, c'est un euphémisme, à ce croisement avec des artistes. Alors je ne vais pas les nommer, mais il y en a une liste longue, vous le savez, dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de la musique, du théâtre, etc. Alors le croisement peut s'interroger de plusieurs manières, et c'est ce qu'ont fait les différents auteurs des articles de ce chapitre, c'est-à-dire ce que les artistes exilés ont apporté à l'art local. Finalement, on le disait tout à l'heure, au syndicalisme local, c'est-à-dire national, enfin, sur place en France, ou ailleurs d'ailleurs. Ça, c'est une approche possible, ou bien en renversant comment l'exil est présent ou représenté à travers une production artistique de ces artistes-là, pour donner deux façons de se mettre face à cette question du croisement exil-art. J'avais envie de demander à qui voudra se saisir de la question, mais peut-être Michel, peut-être François, je ne sais pas. Quelles sont les lignes de force qui... peut-être plutôt Bruno d'ailleurs, parce que c'est les éditeurs de l'ouvrage avec Michel. Quelles sont les lignes de force qui vous ont intéressé dans les propositions des chercheurs et des chercheuses qui ont présenté des travaux dans ce domaine du colloque, c'est-à-dire exil républicain et production artistique? Quels sont les éléments, au moment de choisir les articles pour la publication, qui vous ont vraiment intéressé, et pour quelles raisons? Est-ce que vous avez le souvenir de ça? Parce que c'est un processus qui est peut-être un peu, qui date peut-être un petit peu. Alors, Michel, de mémoire, c'est peut-être la thématique ou le domaine où on a reçu le moins de propositions. Donc on en a écarté un certain nombre, celles qui n'allaient pas dans cette dynamique de bilan en perspective. Mais c'est vrai qu'on a voulu aussi qu'il y ait un ancrage local avec une artiste... avec l'article d'Agathe Dapi, pardon. Mais aussi, puis j'en profite pour saluer, puisqu'elle est dans la salle aussi, Immaculada Real López, qui avait contribué avec une communication et un article sur Los Museos Espacios para la Consagración de los Artistas. Donc on a deux auteurs ici aujourd'hui, c'est très très bien. C'est vrai qu'on n'avait pas reçu beaucoup de propositions. Ouais. Et puis la sélection, la sélection aussi était faite par des spécialistes. La sélection était faite par des collègues qui étaient des spécialistes, des historiens de l'art. Ni Michel ni moi sommes des historiens de l'art. Et donc, en totale confiance, quand il y avait un conseil scientifique, lorsqu'on a voulu faire ce colloque, nous avions un conseil scientifique, et c'est eux-mêmes qui nous avaient dit, bon, là, ça peut correspondre au thème ou pas. Et la réponse aussi illustre ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel. La recherche est en train de se faire. Parce que si je me trompe, Agathe n'a pas terminé sa thèse. Pas encore. Et donc voilà, c'est une thèse en train de se faire. Donc c'est le signal aussi qu'il y a une efflorescence de recherche. Dans le titre de l'article, il y a une formule que je trouve intéressante. Elle questionne, c'est « un dépassement de l'exil par les arts ». Alors c'est une affirmation dans l'intitulé de l'article, mais je pense qu'on peut...
Alors, je peux en parler. Agathe Dapi. Agathe Dapi, oui, qui est. Oui, pardon. Il n'est pas là, non, je ne le vois pas. Alors moi j'ai un fait pour cet article parce que ce sont deux peintres albigeois. Oui, le dépassement de l'exil. Bon, j'ai bien connu Bagin, qui est décédé, il avait 103 ans. Vraiment, il n'était plus espagnol. C'est-à-dire que le traumatisme qui est à la base, je crois, puisqu'il faut savoir que quand il est en Espagne, c'est un jeune journaliste, caricaturiste, et quand il arrive en France, il va travailler à l'usine. Il travaille à l'usine, et petit à petit, le traumatisme est si fort qu'il se met à peindre. Et c'est la peinture qui va le sortir vraiment, qui va le guérir. Et si vous voyez sa production, au début, oui, c'est des figures de la femme espagnole liées à la religion, et puis il va évoluer et il va devenir un très grand peintre, puisque Bagin, il a exposé à New York, à Tokyo, donc, et il vivait à Albi, et ce peintre, et si vous voulez, la peinture va lui permettre de passer outre l'exil, parce que l'exil, on en parlait tout à l'heure, c'est une déchirure. Et les gens, encore, en parlent. Quand ils parlent, ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce qu'ils pensent à leurs parents, la souffrance de leurs parents, et eux, quelque part aussi, il y a un manque. Le manque de la patrie. Alors pour les parents, c'était la jeunesse. C'était la jeunesse, c'est les années, voilà, nostalgie. Et puis la perte. Et puis, on parlait tout à l'heure du Mexique, du Mexique, de l'Amérique latine. Il faut savoir qu'ils parlaient la même langue. Ceux qui sont arrivés en France, c'est-à-dire la immense majorité, il a fallu apprendre péniblement le français. Il a fallu s'intégrer, s'assimiler. Et donc tout ça, ça a été une souffrance qu'ont moins vécu sûrement ceux qui sont exilés en Amérique latine. Et pour revenir donc à Bagin, c'était pour lui, déjà il parlait à la fin, alors qu'il avait vécu, et quand il arrive en France, ils ont 20 ans, Martine et lui, ils ont 20 ans, donc il parlait très bien l'espagnol. Il parlait presque plus l'espagnol. Parce que c'était pour lui, ça avait été la façon d'oublier, de dépasser ce traumatisme. Et on le ressent dans sa peinture. Et c'est pour ça que c'est un immense peintre. Et Martine Vega, malheureusement, qui avait aussi des talents, et meurt très tôt, à 36 ans, 37 ans. Mais on peut voir, puisqu'il y a un musée Bagin, à côté d'Albi, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Je vous encourage à aller voir vraiment la production de Bagin, de Martine Vega, parce qu'on a affaire vraiment à de vrais artistes. Et alors on peut penser, oui, c'est la racine espagnole. Et vous voyez comment petit à petit, non, il dépasse cet exil. Donc je pense que c'est un article aussi qu'il faut vraiment lire pour comprendre un petit peu comment les artistes vont s'exprimer. Et puis bon, vous connaissez tous ici ce qu'on appelait l'école de Toulouse, l'école des peintres de Toulouse, la plupart étaient d'ailleurs des anarcho-syndicalistes, et où vraiment là, il y a un art de Toulouse, c'est l'Espagne, mais l'Espagne de Toulouse. Oui, mais qui pousse un peu sa corne, c'est ça. Oui, mais l'Espagne de Toulouse, c'est pas l'Espagne réelle. Et on en revient toujours à la politique. Et c'est pour ça que lorsque, à la mort de Franco, les anciens ne vont pas comprendre ce qui se passe en Espagne. Il n'y a que la deuxième génération, ceux qui vont continuer à militer, qui vont le comprendre, qui vont non seulement le comprendre et accompagner ce mouvement. D'où les déchirures. Tu me donnes une transition toute en douceur pour aller vers le 5e chapitre et dernier chapitre du livre, qui envisage l'exil, donc cette fois-ci dans la perspective de la mémoire. Avec, évidemment, on a tous en tête l'expression alors espagnole, la recuperación de la memoria histórica. On ne sait jamais comment le traduire en français, si ce n'est littéralement, mais c'est pas très satisfaisant. Le mot récupération de la mémoire, je ne suis pas sûre. Là, ça ne parle pas de la même manière. Donc, on le garde en espagnol, recuperación de la memoria histórica, comme un projet politique, effectivement, de l'Espagne contemporaine qui se tourne vers son passé.
Et alors vous savez, hein, il y a une association du même nom hein, qui recueille des témoignages sur les victimes du régime de Franco, qui réalise ces fouilles archéologiques pour localiser, identifier les dépouilles des victimes hein, qui ont souvent été jetées dans des fosses communes. Vous savez, vous connaissez la Ley de Memoria Histórica, la loi historique, de la mémoire historique, donc qui a été votée en 2007, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et son nom officiel, c'est qu'il était plus long, hein, je le dis en français, loi de reconnaissance et d'extension des droits et de rétablissement des moyens en faveur de ceux qui ont souffert de persécutions ou de violences durant la guerre civile et la dictature. Je sais que beaucoup de personnes vivant à Toulouse ont fait la démarche d'aller demander la double nationalité puisqu'ils pouvaient durant cette période-là. Alors, ce dernier chapitre qui se tourne vers cette mémoire, c'est Génération suivante, effectivement aussi, hein, et ce qu'on connaît peut-être un peu plus parce qu'on l'a vécu hein, ces dernières années en Espagne. J'avais envie, François, de te demander, tu connais bien, tu as suivi toutes ces étapes, quand c'est sorti, comment l'Espagne a réagi, comment la France et d'autres pays ont réagi. Est-ce que tu pourrais nous remettre un petit peu en contexte ce qu'est cette démarche de récupération de la mémoire, dite de récupération de la mémoire historique? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, finalement, si tu as continué à suivre et j'avais envie de te demander si le colloque que tu as porté, donc Anatomie du franquisme, dont on avait parlé en introduction, avait abordé cette question et avait permis peut-être d'avoir un regard très actualisé sur cette démarche qui a démarré officiellement en 2007, mais évidemment demandée depuis plus longtemps. Oui, alors, il faut distinguer deux choses. Il y a une démarche politique, il y a plusieurs démarches politiques d'ailleurs, et il y a un véritable mouvement social. C'est-à-dire que le mouvement de la mémoire est quelque chose qui naît ou qui renaît même à partir du début des années 2000, la fin des années 90, sous forme d'associations multiples. Je dis qu'il renaît parce que y a une thèse récente qui a montré l'importance des exhumations à partir des années 70, mais qui n'avait trouvé aucun soutien parmi des associations, qui n'avait pas donné lieu à un mouvement associatif de la sorte. Alors, il y a eu, et il y a toujours, un mouvement mémoriel important et des traductions politiques, et pas seulement une sur le plan de l'État espagnol, mais des traductions politiques très contrastées suivant les communautés autonomes, avec, comme ça fait déjà maintenant 25 ans, avec des résultats en termes de conscience citoyenne qui sont vraiment pas les mêmes suivant les communautés. Et puis, comme il s'agit d'un mouvement mémoriel, il s'agit aussi de politique. Ça correspond aussi à une nouvelle époque dans la vie politique de l'Espagne depuis 25 ans, où les différents partis trouvent à se ressourcer d'une certaine manière dans le passé. Les partis de gauche en travaillant ces questions mémorielles et en se reliant au passé antifranquiste, et les partis de droite en se reliant au passé franquiste d'une manière plus ou moins voilée. Et donc, certains tentant de rejouer une espèce de théâtre d'ombre avec des mots de l'époque passée aujourd'hui, avec des choses grotesques, comme le fait d'appeler les socialistes espagnols aujourd'hui des rouges, qui sont même très 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 loin d'être des rouges. Une bonne partie de leur électorat leur reproche même d'être un rose très pâle, encore que moins maintenant avec Sanchez, mais bon. Donc il y a des trucs assez étonnants. Mais ce qui est important, je trouve, c'est l'investissement citoyen là-dedans, et le fait que il y a une conscience qui s'est cristallisée au sein, j'allais dire, très simplement, du gouvernement espagnol, qui est très
qui est très, très forte dans l'actuel secrétaire d'État à la mémoire démocratique, Fernando Martínez, qui était ce matin à Albi, à Montauban, pardon, c'est toujours, mais comme il était avec toi, je pense à Albi, à Montauban, à l'occasion de la cérémonie à la mémoire de Manuel Azaña. C'est l'idée que on parle plus de mémoire historique, parce que bon, il y a eu énormément de critiques des historiens sur l'inanité de cette expression, mais de mémoire démocratique au sens où c'est une reconnaissance du fait que ce travail de mémoire est un élément indispensable au maintien et à l'activation de la démocratie. C'est-à-dire, c'est pas un hobby de gens qui aiment installer des objets sur des guéridons. C'est vraiment un rapport au passé, et un rapport au passé d'une démocratie assassinée par un soulèvement militaire et d'une dictature qui a duré peu de 40 ans, qui est ressenti comme nécessaire aujourd'hui dans un contexte de danger pour la démocratie extrêmement fort, comme voilà, quelque chose qui nous permet de réfléchir sur ce qu'est la démocratie et de se mobiliser pour le défendre. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela aussi que, comme dit Bruno en la acera de enfrente, voilà, sur le trottoir d'en face, les gens qui sont des ennemis de la démocratie. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on commence le voile se déchire. Les deux vice-présidents, oui, j'allais dire les deux vice-présidents de Donald Trump et leurs amis l'avouent maintenant de manière mais sans phare. La démocratie, c'est l'ennemi. Il faut en finir. C'est ce qu'a dit le milliardaire qui s'appelle Thiel, qui est celui qui a placé J.D. Vance à la vice-présidence et qui est un grand ami d'Elon Musk. C'est l'ennemi de la démocratie. Il faut en finir. Donc, alors, une fois qu'on a les chefs qui disent ça, les gens qui sont dans leur sillage, on se dit bon, alors on va peut-être plus les croire quand ils disent qu'ils sont démocrates, même si on ne les croyait pas déjà avant. Donc voilà, les choses se clarifient. Et donc, il est compréhensible que les ennemis de la démocratie détestent aujourd'hui en Espagne, avec une virulence incroyable, ce ressourcement dans la réflexion sur le passé qu'opèrent beaucoup d'Espagnols dans le cadre de ce mouvement mémoriel et entraîné, incité par le gouvernement. Je finirai sur quelque chose d'important, c'est que cela donne lieu à ce que ces ennemis de la démocratie appellent une guerre culturelle, en reprenant à leur compte une expression de Gramsci, on ne va pas s'y éterniser, mais qui n'est pas gagné, au sens où il y a une capacité de mobilisation très très forte, et c'est effectivement dans ce cadre de cette guerre culturelle que c'est inscrit, et que s'inscrit le colloque qu'on a organisé l'année dernière. C'était non seulement un colloque pour faire la synthèse des connaissances, pour montrer aux historiens français et au public français la qualité, le foisonnement de l'historiographie espagnole, mais aussi, aujourd'hui, à travers la sortie du bouquin que tu as cité, qui est arrivé à l'imprimerie lundi. Moi, je l'ai pas encore dans les mains. Il est en chemin, mais aussi pour le diffuser le plus largement possible. En fait, on va l'utiliser pour deux choses. On va faire des présentations, le plus possible de présentations dans les régions espagnoles, en s'appuyant sur les réseaux des associations de mémoire et des réseaux des enseignants du secondaire, parce qu'en fait, ça s'adresse aux enseignants du secondaire. Et on a eu l'idée de faire une semaine de formation pour des youtubeurs, des jeunes qui travaillent sur les réseaux démocrates, parce que c'est précisément sur ces questions-là qu'on est perdant. Il y a, maintenant je peux le dire parce que c'est officiel, tu sais peut-être Emmanuel, il y a 2 gamins de Saint-Cernin qui ont été exclus définitivement hier, pour avoir mis les croix gammées partout,
Et ça rappelle le fait que des collègues du secondaire espagnol voient assez souvent, de plus en plus souvent malheureusement, des gamins sortir des rangs et faire des saluts nazis dans le cours. Il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, puis il y en a 10. Et voilà. Et ça, c'est le résultat du travail de la domination à 100% des producteurs sur Instagram, de TikTok, etc., qui sont liés aux ennemis de la démocratie. Donc, ça prend toutes ces dimensions-là, et effectivement, les historiens que nous sommes ne peuvent pas être étrangers à ça, parce qu'à un moment donné, faut faire un choix. Merci beaucoup. Je sens que tu peux aller très très loin encore sur les commentaires, mais je suis obligée de t'arrêter. En tout cas, on voit combien la réflexion sur l'histoire est un rempart aussi pour un certain nombre de choses pour l'avenir imminent, ou en tout cas proche. Vraiment, l'heure avançant, je voudrais aller vers deux autres thèmes pour finir, mais je vois que Michel souhaitait intervenir. Alors là, il y avait donc un article qui revient sur la question de la mémoire historique. C'est ce grand commentaire, enfin ce long commentaire pour vous indiquer que ce chapitre comporte un article là-dessus. Il comporte aussi un article qui revient sur un débat passionnant, disons, qui est celui de la commémoration. Voilà. Faut-il, jusqu'où, comment commémorer? Il a été dit que ce matin, il y avait précisément une commémoration à laquelle tu as participé, et plus que participé, tu as organisé de façon... on connaît à la fois sans doute ton appétence, mais peut-être que je me trompe, et ta façon de le porter et de le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Mais j'avais envie d'interpeller Bruno, alors à la faveur de l'article de la collègue qui s'intitule « Commémorer ensemble, point d'interrogation, acteurs pratiques et supports d'une mémorialisation, dit-elle, transfrontalière de la guerre d'Espagne ». Alors, un commentaire de ta part, je serais curieuse vraiment que tu nous en parles publiquement. Alors, oui, alors moi je suis un petit peu embêté parce que je préside l'association Présence Manuel Azaña, mais nous sommes un petit peu une association différente. Nous ne sommes pas une association mémorialiste, c'est-à-dire que nous ne défendons pas la cause d'une idée politique ou d'un syndicat. Nous travaillons autour de la personnalité de Manuel Azaña, sur la République. Parce que, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais je crois que s'il y a un moment historique sur lequel on doit revenir, c'est sur la République, Seconde République. Parce qu'on explique tout ce qui va suivre, et on explique aussi la transition. Et ça, c'est important. Alors, ce qui est gênant, je l'ai dit un petit peu au début, c'est que quand on est sur les commémorations comme ça, et on le voit dans les associations, bon, j'ai rien contre les associations, mais au contraire, parce qu'elles permettent de maintenir cette mémoire-là, mais c'est comment ils l'abordent. C'est-à-dire que ce devoir de mémoire, moi j'ai un problème avec ce devoir de mémoire. Nous, au fond, on travaille de mémoire. Travail de mémoire, parce que le devoir de mémoire, c'est déjà une exigence morale. Et après tout, on parlait des peintres, de Bagen, il y a des gens qui ne veulent pas se souvenir. Parce que le traumatisme est tellement important qu'ils ne veulent plus se souvenir. Et c'est pour ça qu'on préfère faire dire travail de mémoire. Il faut travailler sur la mémoire pour ne pas oublier. Parce que la mémoire, c'est le socle, le soubassement de nos démocraties. Une démocratie qui ne se souvient plus, n'a pas de présent et surtout n'aura pas d'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler ces mémoires, mais il faut travailler les mémoires, ça ne veut pas dire mythifier ces mémoires, faire un mythe je ne sais pas moi, un mythe des socialistes de la Seconde République, faire un mythe de la Seconde République, non. Et c'est pour ça que dans cet article-là, donc, il y a elle parle un petit peu comment chacun recrée son histoire. Et donc, elle arrive des fois à des situations ubuesques où on se fait traiter, Geneviève et moi, de partisans de la non-intervention. Nous sommes en 2022, mais nous sommes des partisans de la non-intervention. Un autre exemple, par exemple, guerre civile ou guerre d'Espagne. Enfin, pour ceux qui
sommes des... Tu n'as pas organisé un colloque en 1919 total. Voilà, exactement. J'étais encore à cette époque-là. Et donc, guerre civile, mais enfin, quand vous parlez avec les grands-parents, enfin, ils parlaient de guerre civile. Ils ne disaient pas guerre d'Espagne. Quand on prend les écrits de Bersagne, la guerre civile, parfois la guerre d'Espagne, mais plus souvent la guerre civile. Mais après, on explique qu'est-ce que c'est la guerre civile. Ce n'est pas simplement un coup d'État raté. Ce n'est pas, et c'est dans cet article, ce n'est pas simplement une guerre entre Espagnols. C'est aussi une révolution sociale et puis c'est aussi un conflit international. On le dit, on n'a pas besoin de dire guerre d'Espagne. On a l'impression que c'est une surenchère dans ces commémorations. Et là où ça devient plus grave, c'est quand, par exemple, on arrive sur les camps de concentration, camps d'internement. Mais ce sont vraiment des polémiques qui ne servent à rien, qui ne permettent pas de comprendre. Camp de concentration, c'était le terme à l'époque. Mais on sait très bien qu'ensuite, après, quand on a su ce qui s'était passé en Allemagne, on a préféré parler de camp d'internement. Et on peut expliquer la différence, alors en plus, encore plus avec camp d'extermination. Hein, il n'y a pas eu, bien sûr, il y a eu ces lois, décrets-lois sur les indésirables, mais il n'y a pas eu une volonté de l'État français, et à l'époque c'était l'État républicain, la Troisième République, vraiment de parquer ces gens-là pour les faire mourir. Même si des dizaines vont mourir. On peut accuser l'État français de non-assistance à personne en danger, mais pas d'avoir voulu assassiner. Comme par exemple les nazis, ou comme Franco. Là, pour le coup, les camps en Espagne étaient des camps de concentration. Et donc, on arrive à un petit peu cette concurrence des mémoires, où tout est mélangé, où non, nous, on a plus souffert que les autres, que vous, etc., etc. Et là, on est vraiment en dehors de l'histoire. Et c'est pour ça que, commémoration, oui, mais attention à vouloir faire un vrai travail sur l'histoire, mais surtout sur la mémoire. Et ne pas opposer ces mémoires. Et je pense que dans notre association, on essaye de faire cela, et c'est pour ça qu'on organise tous les ans des colloques avec des universitaires, des historiens, parce qu'on pense que oui, il faut être dans la mémoire, mais aussi dans l'histoire. Si on veut expliquer la mémoire, enfin, si on veut expliquer, oui, la mémoire de tous ces gens-là, de toutes ces personnes-là, il faut passer par l'histoire. Mais merci Bruno de nous avoir vraiment fait rentrer de façon fine dans cette question-là. L'article le fait aussi, donc je vous encourage à le lire. Pour finir, je voudrais commenter un dernier sujet de ce dernier chapitre et interpeller Michel peut-être. C'est un article, peut d'une manière générale le chapitre aussi, qui pose des réflexions autour de ce qui serait une liberté acquise, et je dis grâce, et je mets évidemment des guillemets, des gros guillemets, à des épisodes tragiques de l'histoire, et notamment pour les femmes et pour leurs conditions sociales, souvent malmenées, disons, et qui, d'une certaine manière, parce qu'elles ont vécu cet exil, ont eu accès à une sorte de libération qu'elles n'auraient peut-être pas pu avoir si elles n'avaient pas vécu ça. Ce qui est doublement tragique d'une certaine manière, mais qui quand même relève d'une libération. Est-ce que, alors, l'article s'appelle He sido feliz y soy feliz, donc el legado de libertad y transgresión, donc d'une dame qui s'appelle Victorina Durán. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, et je préfère qu'on reste à un niveau un petit peu général de ce paradoxe apparent d'une tragédie qui peut peut-être déboucher sur une libération finalement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as envie de rebondir, Michel ? Oui, sachant que l'exil n'a pas forcément été... j'ai le souvenir de Teresa Joubert, donc, qui est toujours en vie, qui a 104 ans aujourd'hui, femme de Josep Pallach, le leader socialiste catalan. Ils ont vécu ici à Toulouse. Elle a fait une thèse à Jean Jaurès, à l'époque l'Université de Toulouse, sur Peira Guduli, qui, elle, était élève de la Institución Libre de Enseñanza, classe mixte. Et lorsqu'elle arrive à Toulouse, cette république adorée
République française, elle s'est retrouvée qu'avec des petites camarades. Et donc pour elle, c'était non pas un progrès, mais bien une régression. Donc bon, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Oui, alors c'est sûr que on peut regretter les épisodes de l'histoire qui ont fait souffrir nos aïeux. Mais après, sans cette histoire, on serait peut-être pas là non plus. Donc, oui, c'est toujours évidemment c'est un drame de constater que finalement, les tragédies sont aussi des moteurs peut-être qui parfois font avancer, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une règle écrite, je pense. Pour tout dire, j'avais en tête comment elle s'appelait, Rosa la rifteuse, qui aux États-Unis, les femmes qui ont construit les avions, les bateaux avec les rifteuses, quoi, en fait, très très connues. Enfin, c'est l'image un peu d'Épinal, si on peut dire. Peut-être on ne va pas commenter davantage le contenu. Je voulais juste dire que cet ouvrage avait aussi une conclusion, même si ça a l'air d'être évident, mais c'est une conclusion qui, comme le texte d'ouverture dont on a parlé tout à l'heure, est assez magistral. Je pense qu'on peut dire un mot quand même de la conclusion qui a été joliment intitulée « Face aux illusions du temps linéaire ». Mettre les passés de l'exil espagnol au service du présent. Je trouve que c'est une très belle formule. Et c'est François Gaudichaud qui est l'auteur de cette conclusion. Donc j'avais envie de t'inviter, disons, à gloser finalement ton propre texte, ou synthétiser peut-être, si c'est possible, ton propre texte de conclusion en rappelant peut-être les lignes de force. Un petit peu en manière de conclusion de notre échange aussi, même si j'ai encore à vous proposer peut-être un tout petit peu de lecture, peut-être, avant de vous donner la parole. Merci Emmanuel. Mes camarades ricanent, ils ne s'en souviennent plus. C'est un peu vrai. Non, je m'en souviens quand même un petit peu, mais surtout, Vous avez compris que je n'ai pas donné mes questions à l'avance à nos invités. C'est malheureusement de plus en plus actuel. Je réfléchis dans ce texte à ce que notre vision du temps nous fait. Le temps linéaire, c'est le temps de ce qu'on appelle en histoire souvent la téléologie. C'est l'idée que les événements sont des fatalités, que la guerre devait arriver. Ça arrive. La guerre devait arriver, tout conduisait à une guerre, etc. L'explication on a un événement et puis on va chercher tout ce qui devait mener à cet événement, sans prendre en compte les autres possibles. Et sans en fait se resituer dans les situations historiques précédentes qui étaient pleines de possibilités. Et il y a un historien toulousain qui a été un maître pour beaucoup d'entre nous, qui s'appelait Pierre Laborie, et qui a beaucoup insisté là-dessus à propos de la France. C'est-à-dire que ce que imaginaient les gens en 1939, l'état de l'opinion était ce qu'il était. À partir de la déclaration de guerre, c'est un traumatisme, la déclaration de guerre. Les soldats partent faire la guerre, etc. Donc l'opinion change et on oublie dans quel état d'esprit on était 6 mois, 2 ans avant. À partir de la débâcle en 40, on oublie dans quel état d'esprit... Parce que voilà, il y a des millions de personnes qui traversent la France, etc. C'est un traumatisme qui reconfigure nos cerveaux. Et puis à partir de 42, bim, pareil. Et à partir de 44, 45, bim, pareil. Comment, nous, les historiens, comment accéder à ces états de l'opinion, à ces autres présents qui sont indispensables pour nous, tout simplement pour expliquer pourquoi les sujets du passé ont agi comme ils ont agi. Parce que c'est quand même ça le boulot des historiens et des historiennes. Pourquoi les sujets du passé ont agi comme ils ont agi. Donc cette espèce d'archéologie là des présents, c'est difficile à faire.
Et pourquoi aujourd'hui? Parce que en fait, on est dans la même situation que ces Français et ces Espagnols de cette époque-là. On a tendance à voir le temps comme quelque chose de linéaire, presque d'élastique, et on a l'impression en ce moment de se prendre l'élastique dans l'œil. Et il y a un philosophe qui s'appelle Michael Fussell, que j'ai entendu dans cette même salle, il y a quelques années, présenter son livre qui s'appelle Récidive 1938. J'y ai repensé récemment à ce bouquin, et c'est justement Johan Chapoutot dans Les Irresponsables, dont je vous ai parlé au début de la séance, qui m'y a fait repenser. Il en parle dans sa conclusion. Et j'essaye de réfléchir avec Récidive 1938 sur ce problème qu'on a. On est payé pour expliquer que le passé ne se répète pas. C'est notre boulot. Qu'on peut, alors, il peut y avoir des jeux on peut se faire des illusions, mais le passé, c'est le passé. Il n'existe plus. Donc vraiment, on est payé pour le savoir. Maintenant, il y a quand même des jeux d'écho qui nous interpellent de manière très très forte. Alors, ces jeux d'écho, justement, Fussell réfléchit dessus, j'essaie de réfléchir dans ce texte, Chapoutot réfléchit dessus. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, une des réponses, mais cette fois-ci collective, c'est des configurations. Les événements ne se répètent pas, les situations ne sont pas les mêmes. Mais il peut y avoir des configurations politiques du présent que les configurations politiques du passé peuvent nous aider à comprendre. Mais surtout comprendre que le passé, le temps invente des choses, invente des possibles, que demain n'est pas fatal, n'est pas fermé. Parce que si demain est fermé, si on met tous la tête dans le sable en se disant bon, le fascisme c'est dans 6 mois, ok d'accord, ben voilà, on aide un certain mouvement. Et donc les présents sont riches, et ils sont toujours riches de possibles. Les configurations du passé peuvent nous aider à lire des configurations du présent. C'est ce que fait parfaitement Chapoutot dans son bouquin, parfaitement, sur la relation entre l'ordolibéralisme et le fascisme, pour mettre au pouvoir Hitler. Bon. Et vraiment, je vous recommande de le lire pour comprendre un peu mieux le présent. Et puis, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit à propos du livre de Fussell, que je n'avais pas vu quand j'écrivais cet article-là, à propos de son titre. Récidive 1938. Récidive, c'est pas seulement un écho, quelque chose qui se répète, c'est un crime qu'on perpétue de nouveau. C'est l'assassinat de la démocratie qui récidive. Et effectivement, les développements de ces derniers mois m'ont fait voir le sens, qui est une évidence en plus. Pourquoi j'ai pas pensé des fois, on veut pas penser les choses. Et après, on se les prend dans le pif. Le sens de cette expression. Donc, c'est d'une grande importance. Effectivement, lire le passé ne permet pas de prédire l'avenir. En même temps, ça permet de lire peut-être quelquefois de manière plus claire une partie du présent. Parce qu'il y a toutes ces autres parties du présent qui sont des choses nouvelles, des inventions, et qui sont ce qui vont faire que demain ne sera pas la répétition d'hier. Ça peut être pire, mais ça peut être mieux. Merci beaucoup François. Pour quelqu'un qui ne se rappelle pas de ce qu'il a écrit, je trouve que c'est assez formidable. L'ouvrage se referme avec un épilogue qui... J'aimerais en réalité partager avec vous la lecture du premier paragraphe de l'épilogue de cet ouvrage, qui est rédigé par le chercheur et écrivain, je dis bien chercheur, historien et écrivain, Antonio Elorza, qui est professeur, ou qui était, professeur de sciences politiques à la Universidad Complutense de Madrid. Je sais qu'il y a quelqu'un de la Complutense dans la salle. Un paragraphe qui me semble assez idéal pour refermer la trajectoire de réflexion sur l'historiographie, c'est bien le sujet, que nous propose la lecture de l'ouvrage donc édité par Bruno Vargas et Michel Martinez, et pour refermer aussi le cycle de nos propres échanges aujourd'hui.
Le titre de l'épilogue d'Antonio Elorza, Ayer se fue, mañana no ha llegado. De entrada he de confesar que en mi relación con el exilio político español de la posguerra acabó prevaleciendo un contenido sentimental. Como tantos otros historiadores de mi generación, la intención de visitar a colectivos y personalidades exiliadas, emprendido en mi caso a mediados de los años 60, tuvo inicialmente como primer objetivo recabar información para mis investigaciones una vez cerrado el ciclo de los trabajos sobre el siglo XVIII. Pero apenas realizados los primeros contactos en París con el creador de ediciones Ruedo Ibérico, José Martínez, y con el grupo de anarquistas de Front Libertaire en la parisina Rue Saint-Denis, esa pretensión fue dominada por el interés suscitado por sus personas y sus vivencias, de tal modo que después de mantener durante casi una década esa actividad de visitante, siempre con un predominio de los medios anarquistas, el de Federica Montseny, aquí en Toulouse incluido, pero también de socialistas, el PSOE de Llopis en la Rue du Thor, y nacionalistas vascos, de tales encuentros no quedó un solo apunte. Merci Michel, j'avais envie de clôturer cette réflexion sur l'historiographie par cette phrase ou ce morceau de phrase no quedó un solo apunte. Je le laisse à votre réflexion, ça n'est pas la fin de l'épilogue, c'est le début de l'épilogue, donc il y a encore de la graphie après cette phrase, si je puis dire. Et je vous propose que, si vous le souhaitez, bien sûr, nous puissions échanger. Alors, vous avez compris que le parti pris de cette présentation n'a pas été de nous mettre en immersion et de restituer chacun des articles qui sont présents dans cet ouvrage, mais d'en tirer des éléments, une substance, disons, qui a donné lieu à un échange avec les chercheurs que vous avez devant vous, pour qu'ils puissent partager avec nous un commentaire, disons un petit peu plus large, mais qui nous donne évidemment une sorte de clé d'entrée pour chacun de ces chapitres. C'est une publication qui n'est pas un ouvrage rédigé par un auteur de la première à la dernière ligne, donc qui se lit différemment, puisque ce sont des articles de 25, 6, 7 auteurs, et que du coup un lecteur qui n'est pas très averti, qui n'est pas forcément universitaire, parce que c'est vraiment un format universitaire, aurait peut-être du mal à relier. Et donc notre objectif en échangeant devant vous, c'était d'essayer justement de relier les différents éléments en prenant un petit peu de, entre guillemets, hauteur, ou en dézoomant un petit peu. Voilà. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à intervenir sur un sujet ou un autre. Si vous le souhaitez, évidemment aucune obligation, mais un micro pourra vous être tendu. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire ne se répète pas. Mais je trouve qu'elle bégaye beaucoup quand même. C'est mon impression. Est-ce que vous seriez d'accord sur ce terme? Oui, bégaiement, ça se soigne. Ouais, métaphore pour métaphore. Oui, bon, on peut utiliser cette métaphore-là. Ce qui est important, c'est de savoir quoi en faire. Et de ne pas rester paralysé. Alors moi, j'ai entendu que vous parliez beaucoup d'archives et qu'on redécouvrait des nouvelles archives, etc. Mais moi, j'ai quand même une suspicion. Il y a des archives qui ont été totalement effacées, des archives qu'on a pu fausser. J'ai le cas, moi, dans ma famille, d'un oncle qui était socialiste, et dans le jugement auquel il est soumis en 1938, enfin il n'y était pas d'ailleurs, il était en exil en fin de 1938, on lui reprochait d'avoir déclaré, entre autres, mais on lui reprochait tellement de choses, mais d'avoir mis le drapeau de la République. Il avait refusé le coup d'État, et donc il a mis le drapeau de la République au balcon de, je sais pas quoi, de la mairie, et il aurait annoncé que la République concernait la ville de Lleida, et qu'il aurait dit en catalan, ce qui était une circonstance aggravante, et en plus il aurait crié vive la République et vive le communisme. Or il n'était pas communiste. Donc en fait je pense que dans ces archives il y a plein de trucs qui sont faux, puisqu'on on lui met plein de trucs que je trouve être des trucs très bien, moi en plus, mais pour l'époque on l'accablait de tous les mots, de franc-maçonnerie, enfin tout ce qu'on veut, mais moi je trouve ça très bien en plus. Mais vive le communisme, c'est certain qu'il ne l'a pas dit, et donc on ne peut pas se fier toujours aux archives, bon sang, D'accord. ni aux journaux, ni aux journaux, puisque
On le voit avec les mots interdits maintenant. Avec bien sûr, mais c'est précisément notre travail à nous, historiens et historiennes. Ça consiste pas à aller lire ce qu'il y a dans les vieux papiers et le résumer dans des bouquins, mais à en faire la critique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre travail, c'est essayer d'expliquer pourquoi les sujets du passé ont agi comme ils ont agi. Écrire, c'est agir. Prendre des notes sur un procès, faire un acte d'accusation, c'est agir. Donc, nous, on va s'intéresser à la raison pour laquelle le procureur franquiste a choisi les chefs d'accusation qu'il a choisis pour cette personne-là. Et on va le mettre en série avec plein d'autres procès qu'on a. Et sans qu'il nous soit possible de nous téléporter à l'époque devant la mairie de Lleida, on va en conclure très très vite et avec une force d'évidence et de preuve, que toutes les accusations qui sont portées sont des affabulations franquistes. Donc notre travail, c'est de faire cette critique de ne pas croire sur parole, évidemment, les traces du passé. Les archéologues travaillent sur des traces matérielles. Les traces matérielles certaines comportent des mots, mais j'oserais dire que les traces écrites du passé ont tendance à vouloir nous raconter des bobards. Et notre boulot, c'est d'aller à l'inverse, et quelquefois même de se méfier de ce qu'on lit, du sens qu'on donne aux mots, parce qu'il y a un sens qu'on donnait aux mots à l'époque, et les mots ont changé de sens depuis, même entre nous et cette époque relativement proche. Donc oui, le problème avec les archives, c'est de les atteindre, de faire en sorte qu'elles ne soient pas détruites, pas maltraitées, qu'elles soient classées, parce que, par exemple, le fonds correspondant des archives de la Haute-Garonne, pendant très longtemps, il n'était pas classé. Et c'est comme ça qu'on découvre. Et puis, mais qu'il ne soit pas jeté à la déchetterie aussi. Pardon, excusez-moi, je suis archiviste. On ne jette rien à la déchetterie, d'accord ? Je parle des familles. Je parle des familles. Je me rappelle d'une discussion avec quelqu'un d'une association qui m'avait dit, j'ai vu des trucs près de Perpignan. Voilà, et c'est dramatique. C'est pour ça qu'on a monté à Jean Jaurès un projet qui, bon, malheureusement, il n'est pas finalisé, pour numériser des archives familiales, parce qu'il y a des familles qui ne savent pas quoi faire. Elles n'ont pas été éduquées dans l'entretien de cette mémoire. Et puis, tout d'un coup, il y a les archives de Pépé, de Mémé qui arrivent. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? On ne sait pas quoi en faire. Au bout d'un moment, quand on ne sait pas quoi en faire, on peut aussi s'en débarrasser. Et puis voilà. Donc, et il s'agit de les valoriser. Et on a des choses qui nous arrivent, qu'on numérise et qu'on valorise. Voilà, alors d'abord, nous, notre travail, c'est de collecter justement ces archives, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, et d'aller chercher auprès des propriétaires d'archives privées ces archives et d'essayer de les récupérer dans la mesure du possible, ce qui n'est pas facile parce qu'ils ont l'impression ils se sentent dépouillés aussi, hein. Donc c'est pas évident, il y a tout un tas de négociations à mener pour y arriver. Ensuite, ce travail aussi de traitement, de classement d'archives, et surtout, et ça c'est pour répondre à madame, un travail de contextualisation. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est raconté, ce qui est écrit dans les archives, c'est une vérité quelle qu'elle soit, d'accord, qu'il faut critiquer, bien entendu. Il faut croiser, comme vous le disiez très justement, il faut croiser les informations. Un document d'archive, il ne s'appréhende pas tout seul, un dossier ne s'appréhende pas tout seul, il s'appréhende dans un contexte et il s'appréhende de manière croisée avec d'autres types d'informations. Voilà. Après, voilà, nous on fait ce qu'on peut dans le secteur public avec les moyens qu'on a, qui sont
pas très important, pour essayer de classer des kilomètres d'archives. Nous, on mesure en kilomètres, hein, les papiers les uns à côté des autres, ça fait des kilomètres, avec des kilomètres de retard de classement, et on fait ce qu'on peut, voilà, pour les mettre à disposition. Mais justement, je voulais aussi insister sur ce va-et-vient qui est entre les historiens et les archives, c'est-à-dire que, voilà, il y a, nous, on essaie aussi d'être à votre écoute, hein, à l'écoute des historiens, pour voir là où vous voulez en arriver, les sujets qui vous intéressent. Hein. On essaie de travailler en lien étroit avec l'université, avec l'académie, pour savoir quelles sont les priorités, parce que dans les kilomètres de fonds qu'on a classés, ben, il faut qu'on ait des priorisations, des choix à faire. Donc on écoute la demande sociale aussi, notamment sur la question de l'exil. Ben, il y a une pression sociale importante pour avoir accès aux données personnelles des réfugiés internés dans les camps. D'ailleurs, on mène un projet actuellement avec les 13 départements d'Occitanie là-dessus, hein, pour mettre ces données à disposition des gens de manière très large et en ligne. Mais là, on a des contraintes juridiques, parce que là aussi, voilà, il y a la question de l'ouverture des archives. Alors, je ne sais pas il y a autant de problèmes en Espagne qu'en France sur les questions d'ouverture d'archives. Alors, il y en a peut-être de moins en moins en France. Hein. On essaye de... Voilà, mais par exemple, les archives du ministère de la Défense en Espagne, il y a une partie qui a été ouverte assez récemment, qui a donné des éléments nouveaux sur la prise de Malaga en 1937, par exemple. Voilà. Donc, là aussi, il y a ce va-et-vient entre les historiens et les archives. On essaie, dans la mesure du possible, de travailler ensemble. Mais rassurez-vous, madame, et vous aussi, on ne jette pas les choses comme ça. Voilà. Je voulais juste aussi faire un petit commentaire sur la question de l'éducation, qui me paraît... Parce que bon, la recherche, elle s'adresse à un certain niveau. Je ne dirais pas une élite, mais la recherche universitaire, vous le disiez d'ailleurs vous-même, le niveau des articles, quand on n'est pas... voilà. C'est pas tant une question de niveau, je crois, qu'une question peut-être de type de langage. Oui, mais au niveau aussi de connaissance d'un contexte. Voilà. Mais il y a ce passage à l'éducation, et ça, c'est aussi tout le travail de mémoire qu'il y a à faire. Hein. Donc, comment on arrive à accrocher l'attention des jeunes aujourd'hui, comment on arrive à faire en sorte qu'ils s'engagent. Et c'est d'ailleurs un des aspects très importants de la loi de mémoire démocratique de 2022, avec la reconnaissance des victimes. Pour moi, c'est les deux points d'avancement majeurs. Ça me donne l'occasion de vous préciser que les 3 historiens que vous avez devant vous sont chercheurs, mais sont aussi enseignants. C'est-à-dire, ils ont un statut d'enseignant-chercheur qui est le statut majeur, hein, de l'université, c'est-à-dire que une capacité à rétroalimenter ou à alimenter justement la pédagogie et la transmission à travers cette pédagogie, c'est-à-dire de construire en tant que chercheur un discours, une construction de réalité ou de réalité corrigée, comme on vient de le dire, et aussi de le transmettre et de rétroalimenter aussi par la pédagogie, avec les jeunes justement, une réflexion sur le matériau lui-même et la manière de l'interpréter. Je crois que ça a été abordé tout à l'heure dans les commentaires. Le temps est passé. S'il y avait encore une dernière question, elle pourrait peut-être être prise. Sinon, nous pourrions convenir de nous arrêter là. Je ne vois pas particulièrement de main. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 15 mars 2025 autour de la publication aux presses universitaires du Midi de l'ouvrage « De l'exil républicain à la transition démocratique, bilan et perspectives historiographiques » avec Bruno Vargas, maître de conférences en histoire et civilisation de l'Espagne contemporaine à l'Université nationale universitaire Champollion, Michel Martinez-Pérez, professeur de langue et culture catalane à Sorbonne Université, François Godichaud, professeur d'histoire contemporaine de l'Espagne à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès, et Emmanuel Garnier, président de l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.
краще серце.